USLB, Bac 2, Droit. Bienvenue dans ce premier podcast de procédure pénale. Ce podcast contient les parties suivantes. Titre 1, Définition. Titre 2, Objectif. Et titre 3, Principe directeur, début. Titre 1, Définition. Pour rappel, on distingue le droit pénal matériel, lui-même divisé entre le droit pénal général, c'est-à-dire le livre 1 du Code pénal, et le droit pénal spécial, livre 2 du Code pénal, ainsi que le droit pénal formel. Le droit de la procédure pénale se trouve dans le droit formel. On change de code, et c'est dans le code d'instruction criminelle que l'on retrouve le droit de la procédure pénale, c'est-à-dire le droit pénal formel. On peut définir la procédure pénale comme l'ensemble des règles relatives à la recherche des infractions, de leurs auteurs et au jugement de ceux-ci. Le schéma de la procédure pénale se divise en deux phases, qui sont les phases du procès. La première est la phase préliminaire, la phase d'enquête et la phase d'instruction, c'est-à-dire qu'on va récolter des preuves et tenter d'identifier l'auteur de l'infraction. La seconde phase est la phase du jugement, devant la juridiction de jugement. On arrive devant cette juridiction avec un dossier, et avec un ou plusieurs auteurs identifiés qui vont devoir répondre des faits qui leur sont reprochés. Titre 2. Objectif. L'objectif est double. D'abord, collectif, c'est l'application effective de la loi pénale et la recherche de la vérité judiciaire. Il faut sauvegarder et protéger les intérêts de la société qui doit se donner les moyens de lutter efficacement contre les infractions qui sont commises. Mais elle doit aussi faire en sorte que les auteurs soient recherchés, découverts, poursuivis et jugés avec rapidité et certitude. On prend aussi en compte les intérêts individuels de la victime, qui elle aussi a un intérêt à ce que l'auteur de l'infraction soit recherché, découvert, poursuivi et jugé avec rapidité et certitude. Plus en particulier, il s'agit de découvrir les infractions, collecter les preuves, rechercher, juger et poursuivre les auteurs. Le deuxième objectif est individuel. Il vise le respect des droits fondamentaux des individus. Lesquels? On va en voir plusieurs, mais on a notamment la présomption d'innocence, l'inviolabilité du domicile, le droit au procès équitable, le respect de la vie privée, et tant d'autres. Différentes garanties permettent de respecter ces droits fondamentaux. On vise toujours à atteindre un équilibre entre l'intérêt collectif, c'est-à-dire l'application de la loi pénale, et l'intérêt individuel, c'est-à-dire les moyens mis en œuvre qui sont respectueux des droits fondamentaux. Il y a une vraie tension entre ces deux intérêts, et la procédure va tenter de garder cet équilibre. Titre 3. Les principes directeurs. Ces principes directeurs dirigent la procédure pénale et doivent être respectés. S'ils sont violés, il y a violation des droits fondamentaux. C'est pourquoi on doit les punir. Ces principes sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, le PIDCP, Pacte international des droits civils et politiques, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais aussi par la Constitution, au niveau interne. Point 1. Procédure accusatoire et procédure inquisitoire. Ces deux types de procédures sont totalement différents. La procédure inquisitoire, elle est secrète, unilatérale et écrite. Elle vise l'efficacité de l'administration de la justice pénale. Elle est peu respectueuse des droits fondamentaux du suspect. La procédure accusatoire, quant à elle, est publique, contradictoire et orale. Elle vise à garantir les droits fondamentaux du suspect, mais au mépris de l'efficacité de l'administration de la justice pénale. Par exemple, vu qu'elle est publique, un suspect pourrait cacher des preuves. La procédure pénale est un mixte entre ces deux procédures. La phase préliminaire est inquisitoire et celle du jugement est accusatoire. Il y a cependant des tempéraments. On ne peut pas dire que la phase préliminaire est totalement secrète, unilatérale et écrite. En effet, il y a la réforme du petit Franchimont qui a introduit des éléments qui portent atteinte au caractère secret et unilatéral de la phase préliminaire. On a cherché à garantir plus de droits pour les personnes poursuivies, en leur permettant par exemple d'avoir accès au dossier dans le cadre préliminaire du procès pénal, et donc sans devoir attendre la phase du jugement. Point 2. Principe d'impartialité, d'indépendance et de séparation des fonctions de justice répressive. Les fondements légaux sont l'article 6 de la CEDH, l'article 14 du PIDCP et l'article 47 de la Charte de l'Union européenne. Point A. Indépendance des autorités judiciaires. Ce fondement se trouve à l'article 151 de la Constitution.
L'indépendance des autorités judiciaires renvoie au principe de la séparation des pouvoirs. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Cette indépendance est assurée par le statut constitutionnel et légal du juge. Ce statut doit le prémunir des pressions provenant des différents pouvoirs et des parties à la cause. Comment vérifier si les juges sont suffisamment indépendants? Eh bien, on va voir si dans le statut constitutionnel et légal du juge, il y a assez de garanties pour le mettre à l'abri de ces pressions extérieures, s'il y a assez de règles pour garantir une apparence d'indépendance du juge. On peut prendre en considération par exemple le mode de désignation des membres du pouvoir judiciaire et la durée de mandat des juges. En Pologne actuellement, par exemple, il y a des problèmes d'indépendance judiciaire car le président, donc le pouvoir exécutif, peut ouvrir des poursuites disciplinaires vis-à-vis des juges et des magistrats pour des motifs politiques ou à l'encontre des décisions qu'ils ont prises. Il y a donc un réel problème d'indépendance judiciaire. Un autre problème est que le président peut révoquer un magistrat avant l'âge de la pension. Tout cela porte bien évidemment atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Point B. Impartialité du juge. Le principe d'impartialité veut qu'il y ait une absence de parti pris, une absence de préjugés dans le chef de l'une ou de l'autre partie. Cette impartialité est garantie par des règles contenues dans le code judiciaire. On renvoie à nouveau au statut du juge, aux règles d'organisation judiciaire qui sont comprises dans le code judiciaire. On a par exemple l'interdiction de cumul des fonctions judiciaires, c'est-à-dire par exemple qu'un juge d'instruction qui a connu du dossier préalablement ne peut pas connaître ultérieurement du même dossier s'il devient juge correctionnel. Il y a aussi les causes d'incompatibilité ou encore les causes de récusation qui vont amener à changer de juge. C'est le cas notamment de la suspicion légitime de partialité. On soupçonne légitimement un juge de faire preuve de partialité. C'est une cause pour le récuser. Il faut donc toute une procédure qui va amener à ce qu'on change de juge. On récuse le juge qui connaissait de l'affaire et on a un autre si la récusation est admise. Il y a une distinction à faire entre impartialité objective et subjective. L'impartialité objective renvoie à l'impartialité in abstracto. On va voir quelles sont les règles de l'organisation judiciaire interne afin de voir s'il y a suffisamment de garanties pour exclure les doutes légitimes de partialité. On peut garder en mémoire l'adage Justice must not only be done, it must be seen to be done. C'est l'idée qu'il faut sauvegarder une apparence d'impartialité sur la base des règles du code judiciaire qui doivent participer à garantir in abstracto et de façon objective l'impartialité du juge. L'impartialité subjective, quant à elle, renvoie à l'impartialité in concreto. En Belgique, on estime qu'il y a assez de règles pour garantir cette apparence d'impartialité objective. Mais cela n'empêche pas que parfois, dans une situation particulière, on aille voir si le juge est suffisamment impartial. On va voir quelle est l'attitude du juge lors du procès. Il faut que dans son attitude, le juge fasse preuve d'une absence totale de préjugés. S'il y a une suspicion légitime de partialité qui résulte de l'attitude du juge dans le procès, on peut également le récuser. Exemple jurisprudentiel. Cassation, 14 octobre 1996. Dans l'affaire Dutroux, le juge d'instruction Conroth a été invité par une association des victimes à participer à un souper spaghetti. Le juge d'instruction a été à ce souper et il a manifesté sa sympathie pour les victimes dans le cadre de l'instruction. La Cour de cassation a été saisie et a fini par sanctionner l'attitude du juge qui porte atteinte à son impartialité. On appelle cet art également l'arrêt spaghetti. Deuxième exemple jurisprudentiel, cassation, 24 avril 2002. Cela renvoie à l'hypothèse où un juge a déjà connu de l'affaire dans une autre qualité. On parle donc de l'interdiction de cumul. Ici, le juge avait été président de la chambre du conseil et avait renvoyé les auteurs devant le tribunal correctionnel. Il se fait que le juge a commencé à siéger au tribunal correctionnel, donc il ne pouvait pas être ressaisi de l'affaire. La Cour a sanctionné cette situation. L'impartialité des juges est tout à fait importante et amène parfois à casser toute une décision car elle n'a pas respecté ses principes. Point C. Séparation des fonctions de justice répressive. La séparation des fonctions de justice répressive veut qu'il y ait une action par acteur. Les poursuites sont l'œuvre du ministère public, l'instruction est l'œuvre du juge d'instruction, à la fin il y a une appréciation par les juridictions d'instruction, et le jugement est l'œuvre des juridictions de jugement. On ne peut pas empiéter sur les attributions des autres. Le ministère public, par exemple, lorsqu'un juge d'instruction est saisi, il ne peut plus enquêter.
C'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête. Le ministère public ne peut pas empiéter sur les fonctions du juge d'instruction. C'est le prolongement de l'impartialité objective des juges. Ce principe de séparation des fonctions de justice répressive vise à confier à des organes différents les poursuites, l'instruction et le jugement. De cela découlent différentes conséquences. La première, le ministère public est indépendant, tout comme le juge d'instruction et les juridictions. La deuxième, le cumul des fonctions judiciaires dans le chef d'une même personne est interdit. Et la troisième, la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire est nulle. Rappelez-vous l'arrêt de cassation du 24 avril 2002 précité. Cette séparation des fonctions de justice répressive est une des règles qui participent au respect de l'impartialité et de l'indépendance. Point 3. Présomption d'innocence et droit au silence. Petit a. Présomption d'innocence. Le fondement légal est l'article 6, paragraphe 2 de la CEDH, l'article 48, paragraphe 1 de la Charte de l'Union européenne et l'article 14, paragraphe 2 du PIDCP. La présomption d'innocence veut que toute personne accusée d'une infraction soit présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement et définitivement établie. L'idée est qu'il faut éviter, avant d'avoir une décision judiciaire qui dit qu'une personne est coupable, de donner l'impression que la personne poursuivie est coupable. Cela renvoie à deux choses. D'abord, le traitement de l'accusé pendant le procès pénal. Le prévenu a le droit d'adopter une attitude passive, le prévenu a le droit de se taire, et il est interdit de recourir à la détention préventive pour exercer une répression immédiate. Cela renvoie aussi à l'administration de la preuve. La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, et le doute profite à l'accusé. Par exemple, dans le cadre du mandat d'arrêt, il faut éviter d'indiquer que la personne est coupable. Un juge ne peut pas écrire que Monsieur X a commis X fait. Le juge va plutôt s'exprimer en faisant usage du conditionnel. Étant entendu que sur la base des différents éléments qui lui sont rapportés, Monsieur X aurait commis ces faits. On ne peut pas dire qu'il les a commis en vertu du principe de la présomption, puisque quand un mandat d'arrêt est décerné à un individu, celui-ci est toujours présumé innocent. Et cela s'applique même dans le cas d'un flagrant délit, car la culpabilité n'a pas encore été établie par une juridiction. Quelques exemples jurisprudentiels. Cassation, 23 novembre 2006. Un juge écrit au procureur une lettre pour l'informer de l'état du dossier et il dit « l'auteur présumé nie toujours les faits ». Cela a été sanctionné par la Cour par application du principe de la présomption d'innocence. Cassation, 23 mars 2016. Il s'agit d'un petit tempérament du principe de la présomption d'innocence. Le juge peut dire que les faits constituent une infraction, mais il ne peut pas dire que ces faits sont établis dans le chef de la personne poursuivie, car elle est présumée innocente et que sa culpabilité n'a pas encore été établie. Cassation, 3 octobre 2012. On reproche au juge d'avoir fixé le montant d'une amende en fonction du profit acquis de manière illicite, mais on n'en avait aucune preuve. La Cour va tempérer le principe de présomption d'innocence. Si une personne nie l'évidence, le juge peut en tirer des conséquences défavorables sans que cela ne viole la présomption d'innocence. Cour européenne des droits de l'homme, 21 septembre 2006, Pandy contre Belgique. Il s'agit d'une violation de la présomption d'innocence de M. Pandy. Il s'agit d'un prêtre, un gourou, qui a assassiné plusieurs personnes de sa famille, dans des relations incestueuses. Dans le cadre d'une audience qui devait statuer sur la détention préventive de M. Pandy, le juge d'instruction avait répondu à une interpellation de la défense qui faisait référence à l'affaire Dreyfus. Le juge d'instruction a répondu qu'on devait comparer M. Pandy à des tueurs en série, et cela a été sanctionné par la Cour, car selon elle, il y a violation de la présomption d'innocence. Petit b. Droit au silence. Article 14, paragraphe 3. Petit g du PIDCP et article 47 bis du Code d'instruction criminelle. Le droit au silence veut que toute personne accusée d'une infraction pénale ait droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Le corollaire du droit au silence est que l'on ne peut pas entendre sous serment une personne poursuivie. Si on viole ce droit au silence, on écartera les preuves recueillies en violation du droit au silence. Si l'on ne rappelle pas à la personne entendue en qualité de suspect qu'elle a droit de se taire avant son audition, cela va entraîner le fait que l'on ne pourra pas utiliser son audition pour fonder sa condamnation. On ne peut tirer du silence aucune sanction. Dans un mandat d'arrêt, le silence n'est pas une cause valable pour fonder le mandat. Cependant, il y a un tempérament.
comme dans l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 précité. Si une personne s'évertue à nier l'évidence, le juge d'instruction peut en tirer les conséquences défavorables afin de la placer sous mandat d'arrêt. Quatrième principe directeur, respect des droits de la défense. Les fondements légaux sont l'article 6, paragraphe 3 de la CEDH, l'article 14, paragraphe 3, petit b du PIDCP et l'article 48, paragraphe 3 de la Charte de l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 1 vise le droit au procès équitable et si certains droits de la défense ne sont pas respectés, cela peut mener à une violation du droit au procès équitable. Quelques exemples jurisprudentiels. Cour européenne des droits de l'homme, 2 juin 2005, GOCTP contre Belgique. Aujourd'hui, on pose la question de la circonstance aggravante de manière individualisée quand il y a plusieurs auteurs, plusieurs participants dans une infraction. Cour européenne des droits de l'homme, 27 novembre 2008, salle 12 contre Turquie. Il y a 3 conséquences de la violation de la défense. Irrecevabilité des poursuites, écartement de l'élément de preuve qui a été obtenu en violant les droits de la défense, ainsi que tous les éléments obtenus par la suite. Ou alors, pas de sanction. Cour européenne des droits de l'homme, 2 mars 2010, Bouglam contre Belgique. M. Bouglam avait été détenu préventivement sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat avant que le mandat d'arrêt ne soit décerné. M. Bouglam a été acquitté par le tribunal correctionnel et cela a été confirmé par la Cour d'appel. Cinquième principe directeur, le droit à un procès équitable. Le fondement légal est l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Contrairement au droit de la défense où on s'intéressait à une phase particulière de la procédure, où il y a une atteinte des droits de la défense, on va apprécier de façon globale la procédure dans son ensemble. Il faut cependant que la personne soit déclarée coupable. Il n'y a pas d'atteinte au droit au procès équitable si la personne a été acquittée. Il faut une déclaration de culpabilité et une peine. Exemple jurisprudentiel. Cour européenne des droits de l'homme, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres contre Royaume-Uni. La Cour met ici en lumière le fait que l'on apprécie globalement et qu'il est difficile de décortiquer la procédure et de voir sous l'angle de quel droit de la défense cela a porté problème. Cour européenne des droits de l'homme, 9 juin 1998, Teixeira de Castro contre Portugal. L'intervention des 2 policiers et son utilisation dans la procédure pénale ont privé irrémédiablement le requérant d'un procès équitable. Mais quand invoquer une violation du droit à un procès équitable? Le procès équitable, contrairement au droit de la défense, s'apprécie dans la procédure dans son ensemble. On peut être victime du droit au procès équitable uniquement s'il y a une condamnation. Cela n'empêche pas de devoir invoquer la violation du droit au procès équitable dès que possible. La juridiction saisie peut sanctionner la violation et constater l'irrecevabilité des poursuites. Si au moment on constate la violation au droit à un procès équitable, la juridiction constate que c'est irrémédiable, alors elle pourra prononcer l'irrecevabilité des poursuites. Une autre façon d'y remédier est d'acquitter la personne. On constate que la phase d'enquête a été inéquitable et qu'on ne peut pas faire confiance aux preuves rassemblées à l'encontre de la personne, et donc on acquitte à défaut d'avoir des preuves suffisantes de la condamnation de la personne. C'est également l'acquittement qui est une sanction appliquée par les juridictions en cas de violation au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le fait qu'il faille subir une condamnation pour être victime du droit à un procès équitable est en réalité quand on va à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui considère qu'elle ne peut considérer le requérant comme une victime de violation du droit au procès équitable et que si les juridictions internes ont, malgré le fait qu'on a invoqué la violation du droit à un procès équitable, sanctionné le requérant et ont considéré que sa culpabilité était établie. Un dernier exemple jurisprudentiel. Cour européenne des droits de l'homme, 28 août 2012, Simons contre Belgique. La Cour constate que le recours devant elle est irrecevable. Madame Simons se plaignait de ne pas pouvoir bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue et du coup que son procès aurait été violé. La Cour constate que la requête est irrecevable car la procédure est encore en cours. On ne peut être victime d'une violation de son droit à un procès équitable qu'en l'absence de déclaration de culpabilité et de condamnation. Sixième principe directeur, publicité des débats devant la juridiction de jugement. Les fondements légaux sont l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 148 de la Constitution. Cela rejoint la procédure accusatoire.
Le huis clos est une exception prévue par la Constitution. Cela se fait à titre exceptionnel, soit pendant la totalité ou soit pendant une partie seulement du procès. Cela se fait dans l'intérêt de la moralité, dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sécurité nationale, dans l'intérêt des mineurs ou de la protection de la vie privée des parties, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. C'est très rare d'avoir un huis clos prononcé lors d'une audience. Attention, l'article 149 de la Constitution prévoyait que le jugement était prononcé en audience publique. Une modification de cet article prévoit désormais que le jugement est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique. Cette modification constitutionnelle du 22 avril 2019 visait à répondre à une pratique qui s'est développée de manière non prévue par la loi. Celle-ci consiste à ce que les juges, lors d'une décision longue, demandent aux parties s'ils peuvent se contenter de lire le dispositif, c'est-à-dire la dernière partie du jugement qui reprend les condamnations et les peines prononcées. Les parties pouvaient s'y opposer ou accepter cette lecture unique du dispositif. Cela a été reconnu par la Constitution. La loi du 5 mai 2019 modifiant le code d'instruction criminelle et le code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts prévoit qu'il s'agit d'une faculté pour le juge de se limiter à lire le dispositif. Cette loi entre en vigueur le 1er septembre 2021. Septième principe directeur, le délai raisonnable. Les fondements légaux sont l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14, paragraphe 3, petit c du PIDCP et l'article 47 de la Charte de l'Union européenne. Le délai raisonnable est le délai en lequel l'action publique est exercée à charge d'une personne et doit être jugée définitivement. Ce n'est pas uniquement le délai de l'enquête, mais le délai de toute la procédure, jusqu'à ce qu'on ait une décision définitive prononcée à l'encontre de la personne. Cette personne peut se plaindre de la violation de son droit à être jugée dans un délai raisonnable, à l'issue de l'instruction, devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'appel, voire même la cour de cassation. À partir de quand le délai raisonnable commence à courir? Eh bien, c'est à partir du moment où la personne est accusée et qu'elle doit se défendre du chef d'infraction qui lui sont reprochés. Ce moment peut être différent en fonction des personnes poursuivies. Cela peut être lorsque l'on est interrogé en qualité de suspect, lors d'une perquisition, lors d'une citation à comparaître en qualité de prévenu. Et tant d'autres exemples. C'est une appréciation qui est faite in concreto par les juridictions de jugement en fonction de différents critères. Complexité de l'affaire, comportement des prévenus et des autorités, et enjeu de la procédure. Généralement, la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable est invoquée devant une juridiction de jugement. À titre exceptionnel, on peut aussi l'invoquer à l'issue d'une instruction. À l'issue de la phase d'instruction, il y a une étape que l'on appelle le règlement de la procédure devant les juridictions. Ce sont les juridictions d'instruction. À ce stade, on pourrait déjà se plaindre si l'enquête a duré trop longtemps. C'est exceptionnel, mais cela peut arriver. Cela a été le cas dans une affaire où la juridiction d'instruction avait écarté tout un ensemble de preuves et avait souligné que depuis le moment où la personne devait se défendre, il y avait eu un délai beaucoup trop long. Et qu'en outre, vu l'écartement de tous les éléments de preuve, il n'aurait pas été possible de prouver les faits ultérieurement. Dans ce cas-là, la juridiction d'instruction a constaté que le délai raisonnable était dépassé, ce qui a entraîné l'irrecevabilité des poursuites.